Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Hopfner. Salut Arthur. Salut Fabien. Tu es ancien commando marine, tu es écrivain, conférencier également. On va parler de tous tes aspects de ton métier et surtout ton premier métier de commando marine. Mais avant ça, comment tu expliquerais ton métier d'aujourd'hui de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais t'y prendre, comment tu ferais? Ben, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, je suis dans le partage. Partager mon parcours de vie et pour montrer justement aux personnes que je rencontre que tout est possible et qu'il suffit juste d'y croire. On va commencer par ton enfance, c'est comme ça que l'on déroule le fil rouge Bien du sûr. podcast généralement. Comment a été jonchée ton enfance? Dans quel milieu tu as vécu? Alors moi, je suis né dans l'est de la France, donc en Lorraine, et j'ai eu une enfance très heureuse. Mon père, il travaillait dans les mines, enfin, il était houillard du bassin de Lorraine, et mon quotidien, bah, c'était les gueules noires. C'était ces mineurs de fond qui descendaient à la mine, qui faisaient les 3-8. Et très tôt, donc, mon père m'a appris ben, justement le goût de l'effort, c'est-à-dire de cet argent qu'on touche après un travail. Je te dis toujours, j'ai plus de respect pour la personne qui a un arrêt de bus ou un feu rouge te lave le pare-brise, pardon, que celui qui tend la main, parce que celui qui te lave le pare-brise, même s'il le fait avec une tranche de jambon, moi, il fait un travail. Et je me souviens quand j'étais petit et que je voulais de l'argent, mon père, il me disait: «Va rentrer le charbon». Et parce qu'à l'époque, alors ça fait germinal, mais dans les années 80, il y a des maisons qui étaient encore chauffées au charbon. Et avec mon frère, quand on avait 15 ans, pour avoir de l'argent de poche, le samedi, on allait voir les personnes âgées dans les corons, les célèbres corons du nord et de l'est de la France, on appelle ça aussi les cités. Et ben, il y avait des tas de charbon. Et contre une pièce de 5 francs, on rentrait 2 tonnes de charbon. Mais ces 5 francs-là, bah, c'était la résultante de notre travail. On était fiers de ça. Et quand je vais, par exemple, dans les lycées, les collèges, je leur dis: «Vous savez combien ça représente 5 francs?» Et c'est vrai que quand on leur dit que ça fait moins d'1 euro, je leur dis: «Oui, mais ces 5 francs-là avaient une valeur extraordinaire pour nous puisque c'était la résultante de notre travail». Et c'est vrai que j'ai été éduqué avec cette notion-là, avec ces mineurs de fond, avec cette notion du collectif déjà, parce qu'un mineur au fond de la mine n'est rien tout seul. Ce sens du travail, ce goût de l'effort, et jusqu'à l'âge de 17 ans, avec mon frère jumeau, on a été baigné dans cet univers-là. Donc tu as un frère jumeau, qu'est-ce qu'il a fait, ton frère? Alors mon frère jumeau, il me suit de ma naissance à J-9 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on habite à moins de 50 mètres l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'on a tout partagé, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, j'en ai fait un livre d'ailleurs, et on a tout partagé, que ce soit notre enfance, le rugby. Alors bien sûr, aujourd'hui on est au Stade Toulousain, mais dans l'est de la France, on jouait au rugby aussi. La seule différence avec ici, c'est qu'on attendait que le terrain dégèle, et c'est véridique. Quand on jouait le dimanche matin, l'arbitre, il arrive sur le terrain, et si les crampons ne s'enfonçaient pas dans la pelouse, on attendait que ça dégèle un peu pour jouer. Donc voilà, on a commencé au rugby ensemble, on est rentré dans la marine ensemble, et aujourd'hui encore, on partage plein de choses. On en parlera peut-être plus tard parce que lui, aujourd'hui, il fait de la scène. C'est sa manière de s'exprimer à lui après tout ce qui lui est arrivé, et moi, c'est l'écriture et le partage, et voilà, et je l'accompagne dans la enfin, lui est dans la lumière, moi je suis dans l'ombre puisque je m'occupe du son, de la lumière. Tu étais plutôt un enfant calme à l'époque ou esprit de compétiteur avec ton frère, vous tiriez un peu la bourre? Alors oui, on s'est toujours tiré la bourre, comme je dis toujours, c'est celui qui m'énerve le plus au monde et c'est celui que j'aime le plus au monde. Mais si ma mère m'entend de là-haut, et si elle était là, elle dirait pas que j'étais calme. Non, on était des enfants turbulents, mais pleins de vie, quoi, dans le bon sens du terme. On ne tenait pas en place. Est-ce qu'il y a eu une rencontre dans ton enfance qui t'a marqué, qui a pu te guider, que ce soit un coach, un prof, hein? Oui, alors déjà, il y a mon père, parce que je dis toujours qu'on fait les choses dans le regard de quelqu'un. Même les personnes qui ont un ego surdimensionné, on fait toujours les choses pour avoir de lire de la fierté dans le regard de quelqu'un. Moi, c'était le regard de mon père à l'époque que je voulais lire de la fierté. Aujourd'hui, c'est le regard de ma femme et de mes enfants, quoi. Et alors, il y a son papa que j'ai malheureusement perdu trop tôt, hein. Je l'ai perdu, j'avais 20 ans. Et c'est mon coach, un des premiers coachs de rugby que j'ai eu, qui venait de Tarascon. Qui venait de Tarascon parce que justement, c'était ces gens qui étaient montés dans l'est de la France, parce que c'est ces gens du sud, hein, qui ont ramené le rugby dans l'est de la France et en Bretagne, avec le succès qu'on voit avec Vannes, par exemple. Ouais, tout à fait. Et bah, c'est des gens de Tarascon, en l'occurrence, qui est Robert Moureau, qui était un homme qui est toujours, et heureusement il est encore en vie, qui était un homme extraordinaire, et avec son accent de Tarascon, qui venait dans l'est de la France, on avait un accent bien particulier. Il nous a amené le rugby, et surtout il nous a appris, voilà, il nous a appris ce jeu qui est extraordinaire, quoi, hein, qui est un sport collectif par excellence, qui est le seul sport de combat collectif. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. Et d'ailleurs, Robert, chaque fois que je monte dans l'Est, je le revois, et voilà, c'est toujours un grand moment. Ce sont des moments partagés que tu as avec ton frère aussi à ce moment-là? Ah, Il tout a le fait du temps. rugby avec toi Ah, tout le temps, aussi? tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, on jouait, enfin,
mon père était footeux dans l'Est de la France et mon frère et moi, on est nés avec des pieds carrés. Donc le foot, on a essayé. Moi, dans les buts, j'étais pas trop mauvais et on a arrêté un jour où justement je faisais foot et rugby et j'étais arrivé trop tard au match de foot. J'en parle dans mon livre. Ça finit sur une bagarre au bord du terrain parce que j'étais arrivé trop tard. Mon père compris. C'est la seule bagarre générale que j'ai fait avec mon frère jumeau, mon père et moi contre, contre des joueurs de foot. Et donc oui, on a toujours partagé ça avec mon frère. On a joué au rugby très tôt. Et on s'est engagés ensemble dans la marine le même jour et on a été brevetés. Et ça, c'est encore aujourd'hui, on est fiers de ça. On a été les premiers jumeaux certifiés commando marine ensemble à 18 ans. Comment vous vous êtes retrouvés avec cette idée au fond de la tête de se dire on va être commando marine? J'aimerais comprendre le cheminement des frères Hafner. Non, je crois au destin. C'est-à-dire que moi, je crois aux rencontres et au destin. Et pour tout vous dire, à un moment donné, moi, je voulais faire curé. Quand j'avais 14 ans, j'étais enfant de chœur. Et j'aimais bien ce sentiment de partage, de tout ça. Et puis à 15 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait les filles, il y avait autre chose. Et l'association de curé, elle est vite partie. Et on s'était engagé pour faire comptable. On a fait un PEP, un CAP de comptabilité. Et puis un jour, on tombe sur un prospectus. Aujourd'hui, c'est l'informatique, c'est les réseaux sociaux. Mais à l'époque, c'était un simple prospectus où il y avait écrit: engagez-vous, devenez commando marine, vous allez voyager, vous allez faire du sport, sauter en parachute. Et avec mon frère, on dit: voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et on est allé voir mon père, on a dit: écoute, papa, on arrête les études, on veut s'engager. Il dit: comment ça? Et puis à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des forces spéciales partout, on parle des commandos. Mais à l'époque, non, pas du tout. Donc déjà, il dit: de quoi vous me parlez, mes enfants et tout. Et voilà. J'avais un papa qui était très ouvert, qui a dit: si c'est ce que voulez faire, allez-y. Et on s'est engagé comme ça. Ça s'est joué au hasard, au Et final, au c'est destin, tombé. au destin, moi je crois au destin. Si j'avais pas vu ce prospectus, je serais peut-être aujourd'hui un vieux comptable derrière un bureau. Est-ce que je serais aussi heureux? Est-ce que j'aurais vécu la même aventure? J'en sais rien, mais voilà, ce prospectus m'a fait changer le cours de ma vie Et et celui de mon frère, et oui, tout à fait. puisqu'on était tous les 2 et qu'on s'est regardés, on a dit: «Chiche, on le fait, quoi». On le fait, mais on le fait ensemble. Et tout le reste. Exactement, voilà. Pourquoi choisir ce corps d'État? Parce qu'il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, Parce marin. que justement, les bérets verts, on a entendu parler des bérets verts, beaucoup moins médiatisés qu'aujourd'hui, mais des gens nous avaient dit: c'est l'élite de l'armée et tout. Et on s'était dit: allez, on tente ça, on tente tenter l'excellence, quoi, hein. Et la marine, je connaissais rien. La mer, je l'avais vue 2 fois en colonie de vacances, quoi, hein. Et comme ça, un jour, on a traversé la France d'est en ouest pour découvrir la marine nationale, se retrouver avec un pompon sur la tête et après rejoindre l'école des fusiliers marins à Lorient pour faire commando marine. D'abord fusilier marin, bien sûr, parce qu'on est fusilier marin, et puis le stage commando. Combien de temps ça dure cette intégration? Alors, il y a 2 mois qu'on fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école des matelots, qui à l'époque c'était à Carqueville, aujourd'hui c'est à Carqueville, à Saint-Mandrier et à Lorient. Après au bout de ces 2 mois où c'est un peu les classes, c'est un peu les classes générales, quoi, hein, derrière on a fait l'école des fusiliers marins où pendant 6 mois on est formé à être fusilier marin. C'est la formation de base, on va dire de fantassin qui va nous permettre d'être un combattant entre guillemets, c'est pas péjoratif, classique. Et puis, derrière, on fait la formation commando, qui elle est plus longue, enfin qui va durer 2 mois et demi, je veux dire dans la partie commando. Et puis derrière, un stage parachutiste et puis on est un intégré en commando. Comment tu expliquerais, le métier de commando marine? Parce que c'est un métier, on a tous cette image un peu, idéalisée, fantasmée et cetera. Concrètement, qu'est-ce que c'est un commando marine? Un commando marine, c'est d'abord un marin, parce qu'au départ, on est marin. On est marin, après on est spécialiste et on est commando. Donc un commando marine, c'est quelqu'un qui sert aujourd'hui au sein du COS, le commandement des opérations spéciales, qui a été créé en 92. Donc c'est quoi? C'est des petites unités, les commandos marines en France, c'est 500 combattants à peu près. Donc c'est des petites unités. Un commando, vous avez des commandos comme Trépel, Jaubert, Pinfintonio, Montfort. Aujourd'hui à Pontchardier et Kieffer et à Saint-Mandrier, le commando Hubert, qui eux, ce sont les nageurs de combat. Et on est spécialisé dans des missions spécifiques comme une libération d'otages, la neutralisation d'un terroriste. Aujourd'hui, on neutralise des terroristes, on ne va plus les chercher. À mon époque, on les récupérait pour les ramener au tribunal de La Haye. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça c'est à chacun de voir. Eh ben, aujourd'hui, on neutralise parce qu'on se dit: amener quelqu'un comme ça en prison, eh ben, ça fait du prosélytisme et ça gangrène encore plus le système. Donc aujourd'hui, on neutralise, mais ça va être aussi protéger des VIP en zone de guerre. Ça irait chercher, par exemple, au moment où on se parle, avec tout ce qui se passe actuellement de l'actualité, l'Iran et compagnie, eh ben, il y a des Français qui sont bloqués dans certains pays. Il faut bien aller les chercher. Et quand ces Français-là se retrouvent bloqués avec l'impossibilité de rallier un aéroport ou rallier une plage pour être récupérés, il faut aller les chercher. Là encore, c'est les forces spéciales qui vont les chercher.
et puis il y a des missions de renseignement et ainsi de suite. Donc c'est très vaste. Ce sont des missions non conventionnelles que ne font pas l'armée entre guillemets «régulière». Et c'est spécifique au corps de marine? Ou tu l'as dans les Ah différents non, alors corps de l'armée? Le COS, ils ont en 92, ils ont décidé de regrouper toutes les unités d'élite de l'armée de terre, de l'armée D'accord, de l'air et des commandos, c'est de la marine. Alors dans l'armée de l'air, il y a CPA-10. oui. Ici, pas loin d'ici, au 1er PIMA, qui est à Bayonne Bayonne, et les commandos marines. Donc chaque fois, air, terre, mer, plus bien sûr à Pau, vous avez l'escadron des forces spéciales les qui est 4e. basé, voilà, qui est basé à Pau, qui sont nos vecteurs de mise en place et de largage, hein, avec, avant c'était les Transals, les Hercules, les Cougars. Les Cougars et Mmh. aujourd'hui c'est les Caracal, donc c'est des avions, des hélicoptères, des avions qui vont nous servir. Et en 2e échelon, vous avez aussi le 13e RDP et d'autres unités comme ça. Et tout ça a été regroupé sous une entité qui s'appelle le COS, qui est D'accord. à Paris, à Satory pour être précis. Et tu travailles aussi bien avec des militaires, terre, air, mer. Comment vous arrivez à créer cette cohésion? Parce que j'imagine que l'accompagnement et les classes, comme tu dis, sont peut-être un peu différentes, d'un corps d'État à l'autre? Oui, alors bien sûr, le marin que je suis dira qu'on est les meilleurs, mais il faut cette émulation, entre unités. Mais aujourd'hui, que ça soit le CPA-10, que ce soit le premier paiement ou nous, on a le même niveau, et bien sûr, on va se créer, on va se matcher, on va essayer d'être les meilleurs que l'autre, mais on se va, chacun se vaut et puis surtout, on a besoin l'un de l'autre et sur une opération, on va se retrouver avec un groupe du CPA-10, un groupe, du premier PMA et des marins et on s'entend très bien. Même si le branchage le soir est toujours d'actualité, et ce qui est Forcément, normal. Voilà. forcément. Tu vas très vite, du coup, sur les unités d'élite, Oui, avec ton frère, oui. j'imagine. Pourquoi choisir on va dire, l'axe le plus difficile de l'armée? Ou l'un des axes, plus difficiles pour pas Parce qu'on a envie de se challenger, parce qu'on s'est dit: «Il faut y arriver, quoi», un de mes premiers livres, c'est toujours y croire et moi je crois au destin et je me dis: «Si je vais pas au bout des choses, comment je» j'ai pas envie de vivre de regrets. Tu sais, quand tu te lances dans un projet, si tu vas pas au bout, tu sauras jamais si tu aurais été capable d'y aller. Donc nous, quand on s'engage, on se dit: «C'est quoi l'élite? C'est les commandos marines» et ben, on va aller au bout, on va décrocher ce béret vert. Ce béret vert, tu vois, regarde, j'ai eu la chance, fin de l'année dernière de remettre un béret à un de mes jeunes lecteurs qui s'est engagé dans la marine et à qui m'a demandé de venir devenir son parrain et de lui remettre son béret. Et là, je me suis rendu compte que depuis la création des commandos marines, on n'a pas atteint les 10 000. C'est-à-dire que son numéro de badge était dans les 8 000 à peu près. Et quand il sait que moi, 30 ans avant ou 40 ans avant, j'étais qu'à mon numéro de badge, c'est 6 307. Donc tu imagines, en 30 ans, il n'y a eu que 2000, à peu près 2000 commandos brevetés. Donc c'est vraiment l'élite et puis c'est une fierté aujourd'hui d'avoir fait partie de ce corps-là, quoi. comment tu expliquerais, les différentes missions? Donc tu en as effeuillé quelques sujets, tout à l'heure, mais pour être, plus en détail, un peu plus concret, parce que tu as fait 20 ans dans la Oui. marine, tu as dû connaître, les différents terrains d'aventure, j'imagine et les différentes guerres ou zones de conflit, on va dire plutôt. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et quelles sont les principales missions que vous faisiez? Alors ce qui m'a plus marqué, c'est que je vais pas rentrer dans des missions spécifiques, mais et ceux d'aujourd'hui, par exemple, les commandos d'aujourd'hui, j'ai un respect énorme pour eux parce que nous, on a été déployés, mais aujourd'hui, ils n'arrêtent pas. Aujourd'hui, quand on voit, tout ce qui se passe malheureusement, je dirais, dans le monde, les forces spéciales d'aujourd'hui, air, terre, mer, hein, ils sont déployés aux 4 coins du monde tout le temps. Et ce qui m'a toujours, faire, donner un sens à ma vie, c'est de voir que l'homme est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un qui peut faire des choses extraordinaires, mais ça peut être aussi le dernier des salopards. Et que même parfois, un homme qu'on croyait être le dernier des salopards, à l'instant T, il peut être grand. Un jour, comme ça, tu as une petite anecdote, dans un pays en guerre, on nous dit, si on doit évacuer, tu vois, le mec qui tient le casino de jeu, hein, le casino de jeu qui est là, il se démerde, de toute manière, il est recherché par Interpol. S'il pose les pieds à Marignane, il finit au Baumettes. Et puis un jour, il y a un bombardement et nous, on récupère tous les gens qu'on peut récupérer à l'ambassade et il manquait des gens. Et on s'est rendu compte que ce type-là, ce jour-là, il avait récupéré 30 personnes et il les avait hébergées, abritées parce que le casino, il y avait des murs épais comme ça et il les avait hébergés là. Et là, on s'est rendu compte que ce type-là, qui peut-être, dans une première vie à Marseille et compagnie, c'était peut-être le dernier salopard, ben là, ce jour-là, il a été grand. Il a ouvert son cœur, il a ouvert sa maison et il a nourri
pendant 2 jours, une trentaine de personnes et quand on est allé le voir en lui disant: «Mais vous avez besoin de quelque chose?» Il dit: «Non, c'est bon, je me débrouille, je m'occupe d'eux». Voilà, donc on a affaire parfois à des gens qui, ben, voilà, c'est l'homme de on le voit aujourd'hui dans les actualités, l'homme peut être merveilleux et parfois il peut être très con, quoi. On peut le dire. J'imagine que sur les 20 ans, tu as eu un parcours et des rencontres extraordinaires dans les 2 sens, Mais bien sûr. si je puis dire. Qu'est-ce qui t'a permis de durer dans ce milieu-là? Parce que j'imagine, enfin, tu vas nous en parler peut-être, mais la charge mentale, la charge physique, le fait de tout le temps être à son meilleur niveau possible vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses frères d'armes et vis-à-vis de la mission que l'on va faire. Qu'est-ce qui t'a permis de durer, toi ou d'une manière générale avec ton frère ou de ce que tu sais? Ce qui permet de durer surtout, c'est l'adrénaline. C'est, tu vois, tu te lèves tous les matins en te disant: «Faut que tu sois en forme» et d'ailleurs quand tu quittes, tu sais, moi j'ai quitté pour un divorce et puis j'avais 2 enfants à élever et quand j'ai quitté comme ça du jour au lendemain, tu sais, c'est comme lorsque tu es gamin, tu vas à la fête foraine, tu vas sur un manège et puis à un moment donné, tu as plus de jetons. Tu descends du manège, mais le manège, lui, continue de tourner et quand j'ai quitté, moi, l'institution, bah, j'ai ressenti ça, d'être descendu du manège. Et quand on sert au sein de ces unités, mais c'est vrai pour l'armée en général d'ailleurs, on a ce sentiment d'être un acteur de l'histoire du monde. Parce que tous ceux qui servent dans les forces spéciales ou dans l'armée, on a tous vécu la même chose. Tu es chez toi, dans le canapé, tu regardes par exemple un match du Stade Toulousain, puisqu'on y est, et puis le lendemain, et puis tu vois d'un coup un flash info, tu apprends que dans un pays, il y a eu ça, 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 et le lendemain, ben, tu es sur un bateau, dans un sous-marin, dans un avion, direction le pays en question. Et tu as ce sentiment d'être un acteur de l'histoire du monde, parce que ce conflit-là, ben, tu y as été. Et quand tu regardes plus tard sur Google, ou sur l'IA aujourd'hui, et tu vois le nom d'une mission, quelle qu'elle soit, tu dis, mais moi j'y étais. Moi, cette mission-là, j'y étais. Et donc, on a ce sentiment voilà, d'être un acteur de l'histoire du monde. Et c'est grisant. Quand par exemple, tu as quelqu'un que tu vas chercher, je parlais tout à l'heure des ressortissants, tu sais, sans parler d'otages, hein, mais que même quelqu'un qui est dans un pays en guerre, on l'a vu, récemment, avec ceux qui étaient à Dubaï et qui criaient parce qu'ils voulaient à tout prix qu'on vienne les récupérer. Mais c'est vrai que parfois tu tombes sur une famille, des parents, des enfants qui sont traumatisés. Toi, tu vas les chercher et dans leur regard, tu sens la reconnaissance. Même si au départ, c'est peut-être des antimilitaristes ou ce que tu veux, mais quand tu vas les chercher là, et que tu les montes dans l'hélico et que tu les amènes dans un lieu sûr, ben là, tu as ce sentiment de servir à quelque chose, de servir ton pays et de servir ces Français-là qui, à l'instant T, avaient besoin de toi et c'est toi qu'ils ont vu arriver du ciel ou en bateau et c'est extraordinaire de ressentir cette chose-là et tu te sens utile et c'est ça qui te fait avancer et qui te donne l'envie de continuer ce métier-là, quoi. Tu as ressenti à la fin de ce parcours un peu abrupt et pas forcément choisi, comme tu le dis, cette crise existentielle que certains ont, comme les sportifs quand ils arrêtent le parcours de haut niveau? Est-ce que tu as connu ce moment-là? Oui, complètement, mais c'est tout à fait ça, c'est la petite mort. Tu sais, moi, j'ai Ouais, quitté, exactement. moi, j'étais pas Je voulais pas préparé. employer le terme Mais exprès, tu as mais raison, mais c'est exactement ça, c'est sa petite mort. Tu sais, je t'ai dit, j'étais un acteur de l'histoire du monde et d'un coup, tu en deviens spectateur. C'est-à-dire que tu regardes les infos et toi, le lendemain, tu restes dans ton canapé, toi. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire pour prolonger mon histoire dans les forces spéciales en écrivant une histoire sur un commando. Alors, je voulais pas raconter mes guerres, ça sert à rien. Je voulais raconter, ben, comment vivent ces hommes-là, dire que ces hommes et ces femmes qui servent de l'armée, ce sont des hommes ordinaires qui, à l'instant T, deviennent extraordinaires. Et ça a été mon exutoire. Ça a été ma manière de prolonger mon histoire. J'aurais pu aller voir un dingologue, enfin un psy, tu vois? Mais un dingologue. un dingologue, mais là, le fait d'écrire, ça m'a coûté moins cher, tu vois? Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que le soir, tu vois, à l'époque, j'avais mes 2 filles en bas âge, dont j'avais la garde et quand elles étaient couchées, tu vois, ben, je prenais mon PC, je me mettais à écrire, je m'inventais des histoires. Alors je mélangeais le réel et la fiction, ce qui me permettait de retourner dans ce monde-là qui était le mien pendant 21 ans, quoi. Ça a été salvateur pour Ah toi oui, ah d'écrire? oui, ah oui, oui et je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Tu vois? Je dis toujours que je ne serais pas devant toi si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas vécu le fait de devoir quitter l'institution, j'aurais pas vécu tout ce qui m'est arrivé après. Donc voilà, même tu sais, je dis toujours, même quand tu tombes au fond d'un puits, il suffit de lever la tête, tu trouveras toujours un coin de ciel bleu. Donc parfois, il faut savoir tomber et arriver au fond pour pouvoir rebondir et voir autre chose et effectivement, mon premier livre s'appelait Toujours y croire parce que tu vois, au moment où je quitte l'armée, je quitte un métier qui me plaît, j'ai une famille qui est détruite, je me retrouve seul avec 2 enfants à élever et je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Tu vois? Alors j'ai passé le concours de la police municipale à l'époque, mais tu vois, tout change pour moi et tu te dis: «Mon avenir est pas beau» et puis les rencontres, parce que c'est une rencontre avec une femme, hein. Décidément les femmes, c'est c'est une femme à qui je fais lire mon manuscrit, celui que je m'amusais à écrire seul le soir.
et elle me dit: C'est chouette ce que tu as écrit, tu devrais le publier» et c'est parti de là mon aventure, tu vois? Accepter de tomber aussi, c'est vraiment quelque chose d'important et d'une manière générale, de reconnaître, ses faiblesses quelque part et son côté humain. Ben complètement, mais il faut ne pas avoir tu sais, je dis toujours, il y a 2 choses, faut pas avoir honte de pleurer et faut pas avoir honte de tomber. C'est-à-dire que la force d'un homme avec un grand H, attention, hein, la force d'un homme, c'est d'avoir cette capacité de se relever, quoi, et tu ne le sauras jamais si tu es jamais tombé. Si, tu sais, ces gens à qui tout réussit de la vie, ils savent pas ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux, au fond de leur âme. Par contre, souvent, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont fait beaucoup de fausses routes parce qu'ils savent ce que c'est, ils savent la difficulté qu'on a à se relever, à repartir. Et donc oui, il faut accepter de tomber pour être plus fort encore demain, quoi. Et accepter de tomber 10 fois et relever 11, comme C'est on dit. exactement ça, voilà, c'est ça, voilà. Oui, oui, complètement, complètement et puis, il faut accepter d'avoir mal, tu sais, il faut accepter la souffrance. Un jour, je suis en dédicace à côté de Saint-Raphaël et j'ai un monsieur qui vient me voir, 87 ans, tu vois? 87, 88 ans. C'est un nageur de combat qui a été, pour te dire, certifié nageur de combat en 57, tu vois? Et il me dit: «Bah, tu vois, moi, tous les matins, je me lève et je vais faire 5 kilomètres à pied. Je marche parce que et je souffre», il me dit, «et je souffre, j'ai mal partout, mais je souffre. Mais tant que je souffre, je suis vivant». Il a tout dit, toi. Lui, il accepte la souffrance parce que ça lui donne aussi l'indicateur de dire: «Le jour où tu souffriras plus, c'est que c'est fini, c'est entre 4 planches». Et ces hommes-là, quand tu vois un homme comme ça, tu te dis: «Ouais, d'accord, j'ai pas le droit de me plaindre moi parce que je suis tombé, parce que j'ai mal ou quoi, parce que c'est un exemple, quoi», tu vois? Souffrir, c'est aussi reconnaître que l'on a envie. C'est ça, mais c'est ça, tu sais? Moi, je dis j'ai une phrase, c'est que la tête doit être plus fort que le corps. Si c'est la tête qui commande, tu réussiras toujours. Si c'est le corps, ben non. Tu vois, il y a quelque temps, il y a Agathe Guillaumeau, je sais pas si tu as vu, qui a été championne d'Europe du 1500 mètres. Agathe Guillaumeau, c'est la fille d'un officier qui était avec moi au commando. Un homme extraordinaire et je vois de qui elle tient, tu vois? Et cette fille-là, tu vois, elle est championne d'Europe, elle est championne d'Europe 1500 alors qu'avant la dernière ligne droite, elle est coincée entre 2 Anglaises, décidément les Anglais, tu vois? Ils est coincée entre 2 Anglaises et elle fait l'extérieur, tu vois? Elle fait l'extérieur et à mon avis, là, elle, tu vois, elle doit cracher les poumons et tout et elle va chercher la victoire. Elle va chercher la victoire jusqu'au bout, malgré la douleur, malgré tout ça. Un sportif qui a pas cette âme en lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait son 1500 mètres et c'est la différence entre un champion et un sportif. Le champion, il va tout faire, même s'il a mal, même s'il souffre pour gagner. Le sportif, il va faire son 1500 mètres et il aura fait son 1500 mètres sans trop souffrir. Voilà et c'est vrai, dans la vie, on doit être des champions de nos vies, aller jusqu'au bout et quand on a un projet, bah, peu importe qu'on ait mal, c'est la tête, cette envie de réussir qui doit être plus fort que, bah, la douleur que ça engendre, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur justement, toi, en tant que commando marin? Que ce soit toi ou ton frère, est-ce que c'est la fatigue, la douleur, le stress permanent, le fait d'être, d'évoluer et d'être évalué? Alors c'est rigolo, la chance que j'ai eue justement, c'est d'avoir mon frère jumeau. Alors surtout au début parce qu'après malheureusement nos chemins sont un peu séparés, mais parce qu'on se motivait mutuellement, tu vois? Vous étiez un pilier l'un On pour se l'autre. motivait et il est hors de question que je loupe et hors de question qu'il loupe donc on se challengeait. En même temps, on avait envie que lui réussisse, lui il avait envie que moi je réussisse donc ça c'est une force extraordinaire quoi, tu vois? Et si tu veux, moralement, j'ai eu cette chance de pas morfler parce que, j'ai toujours pris ça comme un jeu. Tu sais, tu te disais: «Allez, tu vas morfler cette semaine, de toute manière samedi soir tu es libre, tu vas aller boire une bière, tu vas aller faire un tour au cinéma, un bon resto et puis tu repars pour une semaine» et en te fixant comme ça, tu sais, en te fixant toujours un objectif qui est, la bière du samedi soir et ben, tu arrives à passer tout ça, quoi. Après physiquement, moi j'étais une merde, hein, tu sais, je faisais du rugby dans l'est de la France, mais c'est tout et quand je suis arrivé, je me suis dit: «Oh c'est bon, je fais du rugby, je vais tout casser» et très vite on m'a fait comprendre: «Non, mais attends, tu es pas bon». Tu vois? Tu vois, donc tous les vendredis, tu vois, nos instructeurs nous rassemblaient et ils disaient: «Si stage commando, il commence lundi, toi, vous loupez» et chaque fois j'étais dedans, tu vois? Lui aussi, mon frère et ça nous a motivés, tu vois? Ça nous a fait sortir de notre zone de confort, tu vois? C'est parfois, il faut les éléments déclencheurs parce que sinon on est bien dans notre zone de confort et c'est ce qui nous a fait dire: «Attends, comment ça on va louper?» et là, le soir, on allait monter des cordes, tu vois? Avec des sacs à dos, on allait faire des marches, on allait s'entraîner, faire de la muscu pour réussir et donc c'était ce challenge physique parce que je suis arrivé, tu vois, comme un coq, tu vois? J'ai dit: «Ça y est, je suis très fort» et non, tu étais pas assez fort et donc le fait que ces instructeurs te le disent, toi, tronchon, des «Toi, tu es pas bon, tu réussiras pas», bah, ça te vexe, toi. Mais dans la vie, on a parfois besoin d'un élément déclencheur quand on est bien installé dans la vie et puis c'est parfois le regard de ton enfant, de ta femme, d'un ami qui va te dire: «Non, mais bouge-toi, ouais, tu as vu ce que tu es devenu». Cet élément déclencheur-là fait que tu vas réussir des grandes choses, quoi.
C'est intéressant parce que tu parles de la zone de confort et il y a cette image avec la zone d'apprentissage, juste, le cercle là au-dessus, où il faut aller grappiller dans cette zone d'apprentissage pour sortir de sa zone de confort et après élargir sa zone de confort et se sentir à l'aise d'aller faire de l'accord de sort et cetera. Bien Est-ce sûr. que tu es d'accord avec cette Mais analogie? complètement et c'est des étapes que tu dois franchir une après l'autre, quoi, hein. Tu, as occupé plusieurs postes, donc tu as commencé, comme simple officier, simple matelot, pardon. Matelot, ouais, Matelot, matelot, excuse-moi, excuse-moi. matelot. Matelot, pour finir jusqu'à chef d'équipe puis formateur. Comment s'est passé ton parcours pendant ces 20 ans? Alors les commandos marines, si tu veux, on est breveté, on est certifié commando une première fois, donc opérateur commando. Mais ensuite, tu dois retourner à l'école des fusiliers marins, refaire un 2e stage commando pour devenir chef d'équipe et si tu loupes ton 2e stage commando, bah, tu n'as plus le droit de porter le béret vert, c'est terminé. Tu es plus commando? C'est plus commando. C'est-à-dire que D'accord. tu peux rester dans la marine, mais tu ne serviras plus en commando puisque tu as pas eu ta mention Ah, chef d'équipe. c'est qui tout double? Et ainsi de suite et donc moi j'ai remis mon béret en jeu plusieurs fois, 3 fois pour être exact, jusqu'au chef d'escouade, puisque j'étais après chef d'escouade et à chaque fois que j'ai remis mon béret en jeu mais tu sais cette épée de Damoclès, elle est géniale parce que sur l'instant tu la vis très mal, parce que tu dis: «Merde, comment ça je vais perdre mon béret?» tu vois? Et ça te fout les boules, quoi, hein. Mais quelque part de la vie, c'est ça. Tu sais, toujours se remettre en question. Regarde, Toulon, parce que je suis de Toulon, on est champion de France. En quelle Pardon, année? pardon, pardon Toulouse, on est champion de France. Mais dès le lundi, tu es plus rien, quoi. Et tu retournes à l'entraînement pour nouveau être champion l'année d'après. Parce que s'il y avait rien derrière, tu vois? Bah, c'est un peu pareil dans la vie, si tu as atteint un objectif, si derrière tu as plus d'objectif à atteindre, bah, autant te laisser crever, quoi. Donc c'est important d'avoir toujours, tu sais, se challenger à chaque fois. Et toi, pour te donner un ordre d'idée, mon frère, il a été blessé en opération, toi et mauvaise transfusion sanguine en Afrique. Comme il dit dans son spectacle, il attrape, un sang de babouin. Toujours est-il qu'il attrape une hépatite C qui se transforme en cancer. Enfin, il a été greffé à la fin de l'année dernière. Une double greffe parce qu'il fait jamais les choses à moitié. La première, il l'a pas prise. Je pense que c'était un foie de vegan, toi, donc il a pris un deuxième. Et si tu veux, la mention chef d'escouade, il peut pas la faire parce que, vu qu'il est inapte par rapport à sa maladie, il n'a plus le droit de servir en unité opérationnelle. C'est pour ça que je t'ai dit, à un moment donné, nos parcours, toi, ils sont séparés. Et je me souviens que nous, donc on avait le tronc commun fusilier qu'il pouvait faire, mais la mention chef d'escouade commando, il ne pouvait pas la faire. Et nous donc, on était trentenaires, tu vois? On avait la trentaine à peu près, avec une dizaine d'années de commando derrière. On se remet en question, tu vois? Tu repars dans la gadoue, tu vois? Tu repars à te remettre en question, on te remet la pression, tu dors pas la nuit. Et je me souviens un matin, on était 4 là, tu vois? On était 4 à se plaindre, tu vois? On était là: «Ah fait chier putain, on ramasse, on ramasse» et là, lui, il arrive, tu vois? Et si tu veux, ce jour-là, l'engueulade qu'il nous a mis, l'engueulade en disant: «Mais qu'est-ce que vous vous plaignez? Vous avez pas honte? Moi, donnez-moi votre foi et moi donnez-moi votre sang et moi j'y vais. Vous me faites chier tous les 4 et tout». Je te promets que derrière, on est parti en courant et que chaque matin quand on voyait, avant de râler, on regardait s'il était pas dans le coin et ça a été, si tu veux, notre leitmotiv et quelque part, si on a réussi ce stage, c'est grâce à lui parce que dès qu'on le voyait, on se disait: «Il va nous engueuler encore», tu vois? Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que ton parcours de vie, parfois, il est atypique, quoi. J'avais une question qui va faire sens et sur laquelle tu vas avoir des éléments de réponse. Quand tu es en période de stress, quand tout va vite, comment tu fais pour garder la lucidité? Est-ce que tu as une méthodologie simple que tu partages? Bah, se servir des autres. Se servir des autres parce que, souvent dans un groupe, si toi, à un moment donné, tu as trop de stress, il y aura toujours quelqu'un qui sera moins stressé que toi et c'est lui, quelque part, qui va t'aider tu sais, on le sent souvent, ben, quand tu es, par exemple, chef, que tu dois prendre une décision et ben, parfois, tu es dans le stress, tu es dans l'urgence et tout et c'est important d'avoir autour de toi des gens qui vont justement faire tomber ce stress par un mot, par une proposition qu'ils vont te faire, parfois par un regard, tu sais? Par un regard qui vont te faire comprendre: «Attends, on va se poser, on va t'aider, on va trouver une solution», même si après le décideur, ça peut être toi et donc ça, c'est important de toujours prendre du recul, souffler un bon coup, de ne pas prendre les décisions dans la précipitation. Et c'est pour ça que, par exemple, on a toujours un adjoint avec nous, qu'on a toujours des gens, qu'on n'est jamais seul et ce qui va nous permettre de prendre la bonne décision à l'instant T, quoi. Sans nous parler, spécifiquement d'une opération, parce qu'on en a parlé, c'est pas le but d'aller faire du sensationnel, mais sans rentrer précisément sur une opération, est-ce qu'il y a un moment quand tu as été chef d'équipe, chef d'escouade, où tu as dû prendre une décision vite, sur le moment? Et qu'est-ce qui t'a aidé? À quel moment tu as pu, prendre cette décision et qu'elle te semble bonne, rationnelle, malgré le peu de temps ou l'instant de stress que tu as eu?
Et là, tu vois, je te parlais justement d'un entraînement et pour te montrer bien justement, tu sais, au commando, tous les 2-3 ans, on a ce qu'on appelle les capacités opérationnelles, c'est-à-dire que toutes nos unités de valeur, elles sont remises en jeu pendant 2-3 mois où moi, j'étais dans un groupe assaut et donc pendant 2-3 mois, on est évalué sur ce qu'on sait faire, sur le combat en milieu clos, sur le tir et ainsi de suite. Et à la fin de ces 2 mois, on a un petit exercice de synthèse. Et moi, quand arrive cette période-là, j'embarque, dans la terme marine, on embarque, tu vois, j'arrive moi au commando Jaubert et on me donne ce groupe-là. Donc c'est intéressant pour moi, ça me permet de découvrir tous les gars de mon escouade et il y a cet exercice-là qui est une libération d'otages dans une ferme en Bretagne. Et donc on prépare l'exercice, tout, comme si c'était du réel, hein. Donc on est mis en igloo, c'est-à-dire qu'on est entre nous, plus de téléphone, plus rien, on est cymblotés sur cette mission-là. Et on est mis en place, on va jusqu'au dernier renseignement avant d'aller en base d'assaut et là, je me rends compte qu'autour de la ferme, il y a plus de factionnaires, de gardes que prévu. Et quand je demande aux tireurs d'élite, le nombre de cibles qu'ils ont à traiter, pareil, ils me disent: «On a plus de cibles à traiter que prévu». Et là, je me retourne vers mon adjoint et je lui dis: «On fait quoi?» Et lui me dit: «Ouais, on sait je sais pas trop et tout». Et là, c'est ma décision de chef. Mais il y a aussi alors là, il y a pas une notion de mort, mais il y a une notion aussi de gagner le respect de tes hommes parce que tu viens d'arriver. Et ta décision, si je prends la mauvaise décision et l'officier qui surveillait l'exercice va me dire: «Vous avez pas la capacité opérationnelle, retournez à l'entraînement pendant 6 mois et on se revoit dans 6 mois». Donc tu es une épée de Damoclès qui est pas celle de mettre la vie d'un de tes hommes en danger, mais c'est aussi ta crédibilité. Et là, moi, je décide de pas y aller. Je dis: «Non, s'il y a trop de monde, j'y vais pas». Et bien sûr, celui qui a monté l'exercice l'a bien fait. À la DZ de secours, principal secours, il y a personne et on se retrouve à faire ce qu'on appelle la route évasion, c'est-à-dire 50 kilomètres à pied. Et pendant ces 50 kilomètres, j'entends les gens qui parlent. Je dis: «Putain, c'est qui qu'on a touché là? S'il a déjà peur à l'entraînement, ça va être quoi, sur théâtre d'opération?» Et là, ce que je dis toujours, je fais le canard. Et quand un bon chef, c'est un canard. Que tu sais, un canard sur l'eau, surtout dans la région de Pau et tout. Un canard sur l'eau, tu as vu, il bouge pas. Mais quand tu regardes sous l'eau, ces petites papates, elles bougent dans tous les sens. Et un chef, c'est ça. Quand les gars, ils venaient me voir en me disant: «Ah putain, on aurait dû» patron, j'étais patron à l'époque, c'est le surnom, c'est le 1er maître. «Patron, on aurait dû y aller, pourquoi on n'a pas été?» Je dis: «Non, non, fallait pas y aller, j'en suis sûr». Intérieurement, je gambergeais comme un salopard. Je me disais: «Putain, si là, j'ai pris la mauvaise décision, c'est mort, ils n'auront jamais confiance en moi». Et pendant 50 bornes, moi, je gamberge, mais je suis un merveilleux canard. C'est-à-dire que dès qu'ils viennent me voir, Tout va bien. tout va bien, c'est ce qu'il fallait faire. Heureusement pour moi, au débriefing, il s'avère que, j'ai pris la bonne décision. Donc j'avais gagné la confiance de mon groupe et cette confiance, elle est éphémère parce que 3-4 mois après, on est parti sur le théâtre d'opération et on remettait les compteurs à zéro. Il me fallait à nouveau prendre les bonnes décisions à l'instant T et c'est ça qui est aussi grisant et qui fait avancer parce qu'il faut chaque fois se remettre en question et prendre des décisions qui font que le groupe derrière toi, il a confiance en toi, quoi. Et au-delà de la confiance que tu as gagnée de ton groupe, qu'est-ce que tu as appris à toi? Que j'étais un merveilleux canard et que j'arrivais Tu sais patauger sans que ça se montre. choc. Mais tu sais, c'est important parce que regarde, tu es en base d'assaut, tu as une prise d'otage et tu dois franchir la porte là, tu vois? Si, au moment où on a le ver action, tu as le gars qui te dit: on y va» et là tu fais: «Ouah, on va peut-être y aller et tout» là, c'est terminé. Ton groupe, il a plus aucune confiance en toi. Il faut qu'à cet instant-là, ils sentent que le chef, il est sûr de lui. Oui, on va y aller, on va taper, on va casser la porte, on va rentrer. Et ça, c'est vrai dans tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier, si tu es le groupe que tu as, tu es chef d'entreprise, si les gens savent tu confiance, la boîte, tu la gères, tu as les épaules solides, tu prends les bonnes décisions, ils vont te suivre. Par contre, s'ils voient que tu doutes, c'est toute l'entreprise qui va douter et ça va partir en ribondin, quoi. Donc c'est important, moi j'ai toujours un bon chef, c'est un bon canard. Devenez de bons canards. Devenons tous des bons canards. Quelles compétences, que ce soit en tant que chef, donc chef d'entreprise, chef à l'armée, chef de famille, tu peux y mettre l'image que tu veux derrière, Ouais, te paraît la plus sous-estimée? l'écoute, l'écoute. C'est-à-dire que quand juste faut être un canard, mais pas un canard sourd. Il faut écouter, tu vois? Pas trop sauvage, quoi. Voilà, pas trop sauvage. Un qui arrive quand on jette les graines. C'est-à-dire qu'un chef doit d'abord être à l'écoute, quel que soit le chef. C'est-à-dire que tu peux pas diriger en despote et prendre les décisions sans écouter, tu vois? Et un bon chef, c'est celui qui va savoir écouter, mais qui sait aussi à un moment donné, taper dans le vif et dire: «Non, ce sera comme ça».
C'est-à-dire, on est à l'écoute de tout ce qu'on va recevoir comme information, comme sollicitation et tout, et en final, bah, tu prends ta décision. Voilà. Donc je pense que une des premières qualités d'un bon chef, c'est l'écoute. Sans entrer dans le théâtre des opérations, qu'est-ce que ce monde t'a appris de l'humain? Au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être le plus grand des connards et le meilleur des serviteurs. Ouais. Est-ce que tu as encore, foi en l'humain? Oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Moi, je crois et tu sais, dernièrement, sur ma page, je faisais un post sur ça, sur les gamins. Tu sais, aujourd'hui, quand on regarde les infos, tous les gamins qu'on voit, c'est des crapules. C'est où ils sont en train de casser les vitres, où ils sont en train d'attaquer une petite vieille, où ça se bat, où tu as vu aujourd'hui des gamins de 15 ans, ils ont une kalachnikov en main. Nous, à l'époque, bah, une bagarre, ça se finissait à coups de poing et derrière, on buvait une bière, quoi, tu vois? Aujourd'hui, les gamins de 15 ans, ils sont armés, ils sont et c'est vrai que c'est cette image-là qu'on nous montre tous les jours à la télé. Tous les jours, on voit ça. Tous les jours, les faits divers, c'est ça et on montre jamais 90 du reste, c'est-à-dire de tous ces jeunes qui ont plein de projets dans la tête, que j'ai la chance de rencontrer, que ce soit à travers les préparations militaires, les lycées, les collèges que je fais, où tu as des gens qui sont réceptifs, tu as des jeunes qui ont envie de travailler, qui sont investis dans des associations. Il y a plein d'associations où tu as plein de gamins qui sont là, qui donnent la main et ces gamins-là, on ne les montre jamais. On va montrer ces 10 de crevures et on les voit partout, sur les faits divers, dans les journées, sur les réseaux sociaux. Tu vois, alors ça, les réseaux sociaux. Mais ces gamins-là, ils sont dans l'ombre et pourtant, c'est eux qu'on devrait mettre dans la lumière. Donc moi, je crois à l'avenir des jeunes et c'est pour ça que je prends un plaisir fou, tu vois, à aller à la rencontre de ces jeunes dans les lycées, dans les collèges. Et je leur dis juste un truc, je leur dis: «Vous savez, moi, à votre âge, j'étais encore plus branleur que vous, dans l'Est, là-bas. Et si on m'avait dit à l'époque que j'allais écrire des livres, que j'allais tenir des conférences, je vous aurais rayonné, mais regardez donc croyez en vous, croyez en cette flamme qu'on a tous, on a tous une petite flamme. Elle arrive quand on nous met la petite tape sur les fesses à la naissance et elle s'éteint le jour où on meurt. Mais cette flamme, elle ne manque qu'à brûler, quoi. Donc mettez du carburant sur cette flamme-là et soyez maître de vos destins, quoi. Et voilà, c'est ce que je dis à ces gamins. Et moi, je crois en l'avenir de la jeunesse parce que tous ceux que je rencontre, ils ont tous la flamme dans les yeux et c'est merveilleux. Mais il faut juste à un moment donné leur faire comprendre que arrêtez d'écouter ce qu'on dit, arrêtez de dire qu'il n'y a plus de jeunesse, qu'il n'y a plus ci, c'est pas vrai. Elle est là la jeunesse, il faut juste aller la chercher et arrêter de montrer les crevures, quoi. Justement, en ouvrant la culture, tu as participé à des échanges bilatéraux, que ce soit avec les CIS ou avec les Royal Navy. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé ou inspiré? Alors les SEALs d'abord, c'est une très belle c'est une unité extraordinaire et alors petite anecdote, toi, comme ça, un jour, chaque année justement, on a des échanges avec des SEALs qui viennent ou à Hubert à Saint-Mandrier ou à Lorient chez où j'étais moi et donc il y a un groupe de chez nous qui part chez eux et un groupe de chez eux qui arrive chez nous Donc aux et États-Unis, ouais, les ouais, CIS. voilà et donc moi à l'époque, c'était mon adjoint qui était parti là-bas et moi je recevais ceux qui étaient là. Et notre commandant de l'époque, il avait dit: «Les 6 qui arrivent, on va leur faire un programme pendant 10 jours, ils vont en chier, il faut leur montrer qu'ils sont les commandos marines» et pendant 10 jours, on en a chié parce que l'autre, il voulait à tout prix montrer qu'on était bon, quoi. Ah, ils ont ramassé les 6, ils ont pas vu l'Orient la nuit beaucoup, hein. Les boîtes de nuit, ils ont pas beaucoup vu et le groupe qui est parti, ils ont fait 2-3 exercices et après ils ont fait tous les pubs du coin. Donc voilà, mais oui, on a des échanges qui sont super sympas et pour te donner un ordre d'idée, tu vois, les SEALs, quand ils sont arrivés chez nous, tu avais, 12 SEALs pour un détachement de 120, quoi. Tout le reste, était la log, hein. Dis donc. Donc tu vois, c'est impressionnant. C'est côté américain, tu vois? Ouais, Ils tout en plus grand, tout en plus grand, ils sont apostillés un étage complet avec des pièces, tu pouvais plus aller, et pour 10 vrais combattants, quoi, hein. Alors que le français, nous, on est quand même, tu vois, on va partir, mais beaucoup moins et à un moment donné, il faut quand même qu'on se démerde aussi, même si on a toute la log avec, hein, mais c'est pas dans cette échelle-là, quoi, hein. Tu as été déployé sur, plusieurs théâtres, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, des Balkans. Avec le recul, qu'est-ce qui te marque le plus quand tu repenses à ces périodes? Bah, c'est de se rendre compte à quel point on a de la chance d'être en France, quoi. Encore aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, qu'il y a des gamins aujourd'hui, il y a des gamins qui ont 15-16 ans, qui ont jamais connu la paix. C'est vrai. Des gamins dans certains pays, ils n'ont jamais connu la paix. Depuis leur naissance, ils connaissent les bombes, ils connaissent les bombardements. La peur de s'endormir, de se retrouver, sous une explosion, quoi et quand on fait tous ces pays-là, des pays en guerre, parce que malheureusement, quand on sert dans ces pays, on fait peu de tourisme, on est souvent dans des régions, dévastées et on se rend compte d'ailleurs que les premières victimes de ces conflits-là, c'est pas les militaires, hein, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les vieillards. C'est pas le militaire qui est entraîné et qui va savoir faire face, mais le gamin, il a rien demandé et quand tu rentres en France
et ben là, tu te rends compte de ça. Tu te rends compte qu'on a une chance inouïe d'être dans un pays en paix, avec des libertés, avec, des droits, les droits du citoyen, les devoirs du citoyen, cette liberté d'expression qu'on a, et ben, on s'en rend pas compte. C'est quand on revient ici qu'on se dit: «Ah, mais quand même, j'ai de la chance de vivre dans un beau pays, quoi». Et d'ailleurs, Si. excuse-moi, hein, et d'ailleurs, il y a pas que les militaires, tu sais? Regarde, quand tu voyages dans le monde, même en touriste, quand tu reviens chez toi, putain, tu te dis quand même: «C'est un beau pays», quoi, tu vois? Et parce que parfois tu te rends compte que tu as de la telle une telle misère dans certains pays, une telle souffrance, que quand tu arrives chez toi, tu dis: «Mais quand même, regarde, on est soigné, on» c'est vrai que qu'on a tout en France, et malheureusement, tu regardes les réseaux sociaux, tout le monde critique tout, mais on est quand même bien en France. C'est vrai qu'on a la chance de recevoir beaucoup d'explorateurs dans le podcast et des gens qui voyagent vraiment beaucoup et souvent ça revient le fait que en France quand même, quand on a cette ouverture sur le monde, on se rend compte qu'en France, Mais bien on sûr. est bien. Mais bien sûr, parce qu'il y en a qui ont pas cette chance qu'on a, et que ça soit l'accès aux soins, que ça soit la liberté d'expression, l'égalité pour tous, et c'est pour ça que, faut arrêter un moment de cracher sur ce beau pays qu'est la France, quoi. Est-ce que dans ton parcours, tu as reconnu, remarqué, eu une forme de fatigue invisible, hein, que l'on appelle des fois, dans l'armée, que ce soit cette irritabilité, réussir à redescendre aussi après les opérations? Alors je sais que maintenant il y a les SAS, on en Oui, a oui, parlé oui, avec oui, certains oui, oui. et est-ce que tu as Le connu la syndrome Tu période parles sans SAS du justement? syndrome Ouais. post-traumatique? Alors, personnellement, je touche du bois, personnellement, j'espère pas l'avoir été, même si on ne sait pas forcément, tu vois? Aujourd'hui, effectivement, il y a ça et c'est très bien. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, qui a été mis en place par l'armée parce que, de ma génération, tu vois? Alors je vais exprès exagérer, tu vois? Tu peux te retrouver le mardi face à un charnier, face à des cadavres, ou face à une scène de guerre, et 48 heures plus tard, tu es à un repas de famille, quoi, et tu as pas de sas, quoi, et tu as pas de sas, tu te retrouves dans la vie ou sur un terrain de rugby ou ça, et aujourd'hui, et effectivement, nous, à notre époque, je reviens à mon dingologue de tout à l'heure, on ça fait mal, tu vois? On est commando quand même, tu vois? Revenir d'un théâtre d'opération où tu as vu des choses qui sont pas belles et dire: «Moi, j'ai besoin d'aller voir un dingologue», tu as pas envie de le faire, tu vois? Alors aujourd'hui, avec ce système de sas, c'est génial parce que de toute manière, dans ce sas-là, ils voient un psy, et c'est top. Alors ils disent ce qu'ils veulent, il y en a qui disent peut-être rien, mais rien le fait d'avoir cette possibilité-là, que dans le secret de ce cabinet-là, tu puisses dire des choses, c'est bien, et le syndrome post-traumatique aujourd'hui, il est important dans les forces spéciales, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a partout. Parce que, même si on est surentraîné, même si, les gens aujourd'hui, ils ont un niveau d'entraînement et de compétence qui est extraordinaire, ça reste des hommes, ça reste des hommes, et parfois face à la misère humaine, à l'atrocité qu'ils peuvent, voir, et ben, c'est important d'avoir ce sas-là, et personne ne sort indemne, et je te parlais tout à l'heure des missions de neutralisation, même tuer le dernier des salopards, c'est pas anodin. C'est pas anodin, et donc Tu enlèves une vie. tu enlèves une vie. Donc même si tu sais que ce type-là, il est la cause de 200 morts, ça reste une vie, et donc même si tu sais que tu dois le faire, même que tu sais que tu es dans la légalité, pardon, et ben, tu enlèves une vie, donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui te travaille aussi, donc c'est très bien, ça, c'est très, très bien. Et peut-être que garder ce côté humain, humaniste, vous protège aussi quelque Mais part. bien sûr. C'est une sorte de Bon, on n'est pare-feu? pas des robots, quoi. On n'est pas des robots, on reste des hommes, et tu sais, il y a un film qui est très bien, qui est ce qui était American Sniper, où tu vois cette scène, tu sais, où le gamin, tu vois? Devant le char? Voilà, c'est ça, et tous ceux qui ont été en Afrique, tous ceux qui ont été sur des théâtres d'opération, des enfants soldats, on a tous vu des enfants soldats, tu vois? On a tous vu des enfants soldats, et puis, voilà, tu te dis tous, comment tu vas réagir, toi, si ça t'arrive, toi. Moi, ça m'est jamais arrivé, heureusement, mais je veux dire, de se retrouver face à un gamin de 14 ans qui a été endoctriné, toi, et qui a une calache, s'il commence à l'épauler et à te viser ou à viser un pote qui est devant toi, tu vois, c'est pas évident. Ah, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, tu vois? Et dans American Sniper, il le montre bien d'ailleurs, ce traumatisme que tu peux avoir à ce moment-là, quoi. Je me permets de poser la question à toi et aux frères d'Arthur. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous pendant ces 20 ans en marine? Le dépassement de soi, comme je te disais tout à l'heure, le dépassement de soi, et ce besoin invisible, de l'autre, tu vois? Tu vois, mon frère, je te disais tout à l'heure, là, il a pas eu de chance, c'est parce que lui, il a eu quand même pas mal de petites merdouilles durant sa vie, là, et c'est quand, par exemple,
un exemple, un jour, on était dans 2 groupes différents, il sort de l'hélico, il est blessé à une main. Bah, tu vois, pour moi, c'était normal, toi. J'ai Tu sais, tu vois, toi, je te vois cet après-midi, tu as un bandage à la main, je vais dire: «Putain, Fabien, tu as fait quoi?» Là, je l'ai vu avec son truc, pour moi, c'était normal. Pour moi, dans ma tête, il était blessé, tu vois? Et on a toujours été connectés et tu vois, à la fin de l'année, là, quand il a eu cette greffe et qu'il était à ça de mourir, parce que toi, quand la première greffe, elle prend pas et que le chirurgien, quand tu le reçois, tu sens en soins intensifs, il te dit: «Bon, la greffe a pas pris, donc il faut la deuxième fois». Et moi, je lui dis comme ça, tu sais: «Bon, quoi, on rentre à la maison, on attend la deuxième?» «Mais non, vous avez pas compris. On a 48 heures pour trouver un nouveau foie, quoi. On te fait comprendre que ton frère jumeau, avec qui tu as tout partagé, dans 48 heures, il est plus là». Et là, tu te prends la chape de plomb, là. Tu te dis: «Attends, tu vas pas le perdre là, tu l'as pas perdu pendant 20 ans, tu vois? Et là, tu vas le perdre là pour un foie», tu vois? Et là, c'est là que tu te rends compte à quel point tu as besoin de l'autre, quoi, tu vois? C'est quand on est jumeaux, quoi, tu vois? C'est un truc un peu particulier, quoi. Et là, tu passes une très mauvaise nuit et là, faut croire au destin, quoi, hein. Comme il dit mon frère, il a eu un double miracle. Il a eu un foie dans les 24 heures et un foie de breton, tu vois? Sain. Ça faisait 30 ans que les Bretons, ils avaient pas donné de foie, tu vois? C'est ce qu'il dit dans son spectacle aussi. Et donc c'était un miracle, tu vois? Et voilà, et ce foie de Breton, il tient bien. Du coup, tu bois à nouveau et il tient, donc c'est génial, tu vois? Tu parles beaucoup de ton frère, donc il y a un spectacle, est-ce que tu peux parler un peu de lui en Oui, profondeur? alors si tu veux, moi c'est l'écriture, tu as vu l'exutoire, Ouais. mon exutoire ça a été et lui c'est, on a un ami commun, enfin, s'il s'appelle Yves Pujol. Yves Pujol qui est très connu, dans le V quand, Yves Pujol dit mondialement connu dans le Var, c'est un artiste qui tourne pas mal. Il a beaucoup tourné avec Sébastien à l'époque du Grand Cabaret, tout ça, tu vois? Et avec le Chevalier du Fiel d'ici, et c'est un grand ami des Chevaliers du Fiel, et il a pris Guy sous sa coupe parce qu'à 50 ans, Guy s'est lancé le défi d'aller sur scène et de raconter justement son parcours de vie sous forme d'humour et de bout d'émotion, tu vois? C'est-à-dire qu'il mélange l'humour et ce qu'il a vécu, tu vois? Quand il a eu peur de mourir, l'amitié, l'amour, des thèmes qui nous sont importants. Le vers de l'amitié, c'est important, tu vois? Le vers de l'amitié, comment on va et lui sur scène, il est heureux, tu vois? Et par exemple, quand il était à 2 doigts de mourir, tu peux juste le prendre, Oui, bien sûr, on est en c'est du direct, hein, bien sûr, bien sûr. si tu veux, quand il était à 2 doigts de mourir, si tu veux, et qu'il est revenu à la vie, tu vois? Il a dit: «Dans 3 mois, je remonte sur scène», et c'était son challenge. Et toi, cette photo-là a été prise 3 mois après sa greffe où il rejoue sur scène, et toi, c'est une résurrection, quoi. C'est une résurrection qui est extraordinaire, et lui, il trouve son exutoire sur scène parce que, bah, il se livre corps et âme, et moi je suis dans l'ombre, tu vois? Moi j'ai aucune té tes techniciens sont bien meilleurs que les moi, mais si tu veux, je fais le son, la lumière, et c'est génial de voir son frère de la lumière tâter dans l'ombre, et quand il prend tout ça à la fin, toute cette énergie, tout cet amour du public, tu vois? Enfin, parce que il se livre corps et âme, hein, il dédie son spectacle d'ailleurs aux soignants, tu vois? À tous ceux qui lui ont sauvé la vie, et quand tu es là, toi, dans l'ombre, bah, tu prends toute cette charge émotionnelle et c'est extraordinaire, quoi. Tu es fier de ton frère? Oui. Vous le dites? Non! Faut que je coupe là. Jamais? Qu'est-ce que tu dirais justement à ton frère? Bah, que je l'aime, c'est tout, voilà. Puis vous continuez à partager, Mais bien sûr, bout ouais, de voilà. vie, Oui, en voilà. étant son régisseur? Voilà, c'est ça, apprenti régisseur, Apprenti celui qui se fait régisseur. engueuler tous les 5 minutes. Mais voilà, tu vois, je vis une aventure entre guillemets «individuelle» avec mes bouquins, les conférences, parce que je suis souvent seul sur la route avec ma femme, tu vois? Et puis avec Guy là, on est un groupe de 5 potes, 5 frères, tu vois? C'est des frères, quoi, hein, et aucun du métier, tu vois? Aucun du métier, Vous ce savez que vous allez vous en celui qui sortir. fait le son, il est sourd pour te dire, tu vois? Oui, vous Et l'avez bien choisi. voilà, c'est pour ça qu'on dit: «C'est trop fort, lui il n'entend pas». Mais on vit une aventure collective, tu vois? On vit une aventure collective. Là, on a joué dans le Loir-et-Cher, c'était extraordinaire, un petit village, et on a rempli la salle, une salle de 100 personnes, on l'a remplie, et c'était extraordinaire. Donc voilà, c'est une belle aventure que je vis avec lui, quoi. Ça continue de vous faire un nouveau challenge, C'est ça, entre frères. mais parce que tu vois, regarde l'adrénaline dont je te parlais tout à l'heure, quand tous les matins tu dois être à la pointe du diamant, c'est-à-dire tu dois soigner ton physique, ton mental, ton entraînement, puis du jour au lendemain ça s'arrête. Quand tu fais moi aujourd'hui, quand je fais une conférence, par exemple, moi qui ai un CAP, toi CAP, BEP compta, quand je vais dans une fac faire une conférence, ou devant des chefs d'entreprise, tu vois, tu te dis: «Il faut que tu te challenges quand même, il faut que tu sois à la hauteur», donc cette adrénaline, tu l'as là. On l'a avec Guy quand il monte sur scène parce qu'il a pas envie de décevoir, et c'est ça qui nous fait avancer, tu vois? C'est chaque fois se challenger, trouver des nouvelles objectifs à atteindre, et voilà, et c'est ce qui nous fait, et voilà, moi en tout cas ça me fait vibrer, et c'est voilà, on est heureux comme ça. On va parler de ton parcours.
parce que Oui. tu me fais un lien tout trouvé sur la partie conférence dont je voulais te parler. Sur quel public se destinent tes conférences et qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre? Alors, il y a deux types. Il y a d'abord tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, que je fais de manière tout à fait bénévole, c'est-à-dire que je vais dans les lycées, dans les collèges, où là, c'est surtout un échange sur mon parcours de vie. Alors pas raconter mes guerres, j'ai pas fait de guerre, c'est raconter surtout, que la vie, tout est possible. Et puis le côté entreprise, où là, je vais remettre l'humain, tu sais, l'humain au centre de l'entreprise. Parce que même dans une société, une entreprise la plus numérisée du monde, qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise? C'est l'humain. C'est celui qui est derrière le clavier, c'est celui qui va apporter quelque chose. Et donc, sur des thèmes comme la force du collectif, l'engagement qu'on a, tu sais, ce sentiment d'appartenance. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une conférence à Citroën, sur une concession Citroën, et je leur disais, oui, vous travaillez à Citroën, mais demain, tu vas à Toulouse, tu vois un garage Citroën, quelque part, tu te dis, c'est mon groupe, j'y travaille. Et si tu es bien dans cette entreprise-là, tu vas avoir ce sentiment d'appartenance. Donc, c'est sur des thèmes, le management, bien sûr, le management du risque. Et donc ça, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur parce que ça me fait avancer le collectif, tu vois? Le rugby, c'est voilà, c'est le rugby, les forces spéciales, on n'est rien sans les autres. Et donc voilà, j'échange avec eux sur cette notion-là en leur expliquant, tu vois? J'ai un exemple que j'ai donné tout à l'heure à table. Si aujourd'hui je gagne au loto et heu et je veux me mettre mon chèque dans une banque, et si j'arrive dans cette banque-là et qu'elle est pas propre, que le sas est dégueulasse, que le comptoir est pas est collant, tu vois? Pégueux comme on dit chez nous là-bas, et que le banquier n'est pas un homme d'honneur, et je vais peut-être pas déposer mon chèque là, alors que si c'est propre, ça voudrait dire que la femme de ménage, l'agent d'entretien aura fait son travail. C'est-à-dire que cette femme de ménage, cet agent d'entretien a autant d'importance que le directeur d'agence qui va me payer le champagne, à 250 millions j'espère, et donc cette femme de ménage fait partie de l'histoire et elle est aussi importante que le banquier au guichet et que le directeur, et c'est ce que j'essaie de d'inculquer, tu vois, dans les entreprises où je passe, où on fait faire rentrer tout le monde dans l'histoire, parce que c'est plus facile pour un chef de groupe de dire à son gars: «Rentre dans cette pièce», que pour un chef d'entreprise de faire rentrer l'employé. Parce que le chef d'entreprise, lui, qu'est-ce qu'il veut? Faire des bénéfices, il veut que son entreprise tourne, qu'il puisse payer ses salaires. Mais l'ouvrier, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire ses heures de travail, avoir ses congés payés, ses primes, et qu'il soit tranquille. Mais si tu arrives à faire comprendre à cet ouvrier qu'il est aussi important dans l'entreprise, qui fait partie de cette chaîne et qu'il en est un maillon, tu as tout gagné. Tu as tout gagné si tu arrives à faire rentrer tout le monde dans l'histoire. C'est ce que j'essaie un peu de faire passer dans les entreprises que je rencontre. Le sens du collectif. Toujours, toujours. Quelle analogie tu ferais sur le management du risque? Eh ben, par exemple, tu vois, le management du risque, on l'a tout le temps. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'étais à Enedis. Enedis, c'est ces gens-là qui interviennent après une tempête. Ils vont Et des fois même pendant? Et parfois ils interviennent pendant, et ils vont faire exactement les mêmes calculs que nous on va faire avant de partir en opération. Nous, avant de partir en opération, on va tout mettre sur la table, on va tout découper la mission en phases, en séquences, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les risques qu'on peut annuler, ceux qu'on peut diminuer. Eux, ils font exactement pareil. Ils étudient la cartographie sur laquelle ils vont intervenir, qu'est-ce qu'ils peuvent, gérer, ce qu'ils peuvent pas maîtriser, la météo, ou qu'ils peuvent pas maîtriser, et ainsi de suite. Et donc c'est très intéressant justement d'aller dans différents corps de métier. Et il y a quelques années, j'ai aussi fait là, c'est plus le management, c'était sur une société, la société en question s'appelle Locatumat et loue du matériel, de chantier et compagnie. Et ben voilà, eux pareil, je leur ai fait comprendre de faire, c'était chef d'agence que je voyais, et je disais aux chefs d'agence: «Intéressez vos gars, faites-les rentrer dans cette histoire-là, quoi». Pardon, je te laissais, Pardon. je te laissais, vraiment, défiler. Quelle est ta définition du courage aujourd'hui et est-ce que tu arrives à transposer à travers cette définition dans le monde plus classique, profane de l'entreprise ou sociétal sans aller sur ton parcours de commando marine? Le courage, c'est déjà s'accepter comme on est, avec tes qualités et tes défauts, quoi. C'est être le courage d'être soi-même, de pas jouer un rôle. Ça, on joue tous des rôles dans la vie. C'est-à-dire que là, je joue un rôle, demain, si je suis avec ma femme, mes enfants, je serai peut-être plus naturel ou dans un autre rôle, mais au moins je reste moi-même. Tu vois? Le Arthur que tu vois face à toi, c'est Arthur, quoi. Et le Fabien que j'ai face à moi, c'est ça. Et le courage, c'est ça, c'est rester soi-même dans quelque situation dans laquelle on se trouve. Ne pas se renier, ne pas avoir de faux semblants. Voilà, pour Est-ce moi, que cette notion de courage, elle est là, est-ce que ce serait, accepter son authenticité autant que ses vulnérabilités? complètement. Oui, c'est ça, c'est ça. Je disais tout à l'heure, accepter de pleurer quand tu as envie de pleurer, et accepter de montrer ses failles, et tout en restant un homme droit, un homme d'honneur, quoi. Un homme toujours avec un grand H, hein, c'est important. Aujourd'hui, tu es aussi écrivain, puisque Oui. tu as fait 10 bouquins.
On en 13. a 13, pardon. 13, Tu vois, je les ai 13. pas tous. T'as vu? Tu fais bien de Non, le 13, il sort au mois de juin. Là. Oui, parce qu'il y a 10 tomes sur Oui, c'est ça, j'en ai sur voilà. mais tu as raison, tu vois, c'est vrai que j'en ai regroupé. Est-ce que tu peux expliquer un peu Oui, alors mes livres, les premiers, donc effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand j'ai quitté, j'ai prolongé mon histoire des commandos en écrivant une histoire sur les commandos. Mais j'ai pas cette envie de faire une autobiographie. D'abord, mon parcours, ne mérite pas une autobiographie, mais par contre, faire entrer les gens dans cet univers, ça me faisait plaisir. Donc je fais ça et puis après, ben, j'ai fait un livre sur le rugby que j'ai eu la chance de remettre un exemplaire tout à l'heure à Guy Novès, c'était un honneur pour moi de le rencontrer ici à Toulouse. Alors là, c'était différent parce que tu sais, c'est au rugby, j'en parle beaucoup, tu as vu? C'est parce qu'on a les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'on recherche la même chose au rugby que dans un groupe de combat. C'est le collectif, c'est cette peur, tu sais, quand on est entré sur un terrain, on a cette appréhension parce que c'est un combat quand même, toi. Et on a besoin du regard de l'autre dans un vestiaire. Les regards de vestiaire, c'est extraordinaire. Mais tu sais, on a les mêmes regards dans un hélico. On a les mêmes regards dans un hélico avant d'arriver sur une zone, toi. ça triche pas? Ça triche pas. Voilà, tu reviens tout à l'heure, le courage, ça triche pas, reste toi-même, reste qui tu es. Et donc, j'avais écrit un livre là-dessus qui s'appelait Destin de Camille, qui raconte l'histoire d'un gamin qui veut aller au bout de son cursus de vie, quoi. Après, j'avais fait un livre, Le Choc, quand je te disais tout à l'heure, sur la police municipale, parce que c'est un choc. Quand tu quittes une institution comme les commandos marines, tu changes d'uniforme, mais l'homme sous l'uniforme reste le même. Mais le regard des gens n'est pas le même. Et puis libérer un otage, tu sais faire. La violence d'un gamin de 15 ans, tu sais pas la gérer. Donc j'avais fait un livre là-dessus. Celui-là, c'est un livre très personnel où je raconte jamais sans mon frère, où je raconte vraiment l'histoire de mon frère et moi, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et j'en avais fait un l'année dernière qui s'appelait Vengeance en ligne de mire, parce que tu sais, dans la société dans laquelle on vit, souvent, on ne comprend pas les décisions de justice. Et parfois, tu as des criminels, des meurtriers, qui se retrouvent dehors pour un vice de forme. Et si cette personne-là, elle a tué ta femme, ton mari, ton enfant, est-ce que tu vas l'accepter? Tu as vu, parfois, on voit des gens, ils ont des coups de sang. C'est-à-dire qu'ils attendent le gars à la sortie du tribunal, ils lui mettent un coup de 12. Malheureusement, ces gens-là, ils se retrouvent en prison aussi. Et puis, quand tu as un passé comme le mien, eh ben, parfois, tu montes une OP. C'est le titre de mon livre, Vengeance en ligne de mire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as fait ça, mais moi, je vais monter une opération pour m'occuper de toi. Mais quand on est dans cette phase-là, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le raisonnement. Et est-ce qu'on a cette force, restons des humains, ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'on a cette force d'aller jusqu'au bout du processus? Parce que le coup de sang, tu vois, on a tué ton enfant, le mec est libéré, tu l'attends la sortie, ça c'est fait. Mais par contre, dire, allez, je me pose, je prépare une opération, est-ce que on va jusqu'au bout? C'est tout le thème du livre, Vengeance en ligne de mire. Voilà. Est-ce que mon héros va aller jusqu'au bout, quoi? Et le dernier bouquin? Alors, qui va sortir, je ne peux pas en parler encore. Ok. C'est juste l'histoire, je reste toujours dans le même thème, hein, c'est l'histoire d'un fils et son père qui sont très proches, qui sont très fusionnels et qui vont se lancer un défi commun. Et qui est un peu en rapport avec ton invitée précédente que j'ai beaucoup aimé, comme parcours Sophie, Sophie Lavaux, c'est Oui. ça, Lavaux, qui est extraordinaire sur son parcours de vie et j'ai pris beaucoup plaisir à écouter tout à l'heure. En avant-première, du coup. En avant-première. Ne la loupez pas parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Sacré bout de femme. Exactement. Il sortira quand? J'espère au mois de juin. D'accord. Voilà. On mettra le lien Ouais. pour que les gens s'y retrouvent et puissent retrouver ton ouvrage. À travers ton partage, ton témoignage, est-ce que tu te sens, même si je sais, te connaissant un peu, que c'est pas le cas, mais un peu porte-parole de quelque chose? Non, pas porte-parole. Tout à l'heure, Sophie, elle a bien dit partager. Mmh. Partager mon expérience et pas donner de leçons. J'ai pas de leçons à donner à personne, mais juste croire. Tu sais, tu disais tout à l'heure, tu m'as posé la question si je croyais à l'homme encore. Tu vois, bah oui. Ouais, je veux justement montrer qu'il faut croire en l'homme, faut croire en l'être humain parce que l'homme est tellement magnifique quand il fait de belles choses. Et on a tellement d'exemples autour de nous et malheureusement, surtout dans la conjoncture actuelle, on met en tête de gondole que ceux qui ne le méritent pas. Et on ne met pas ceux qui méritent. Et Dieu sait qu'il y en a, on les met jamais, on les met jamais en tête de gondole. Donc c'est aller justement à la rencontre de ces gens-là et de leur dire que putain, soyons heureux. Tu vois. Le slogan de mon frère, c'est la vie est belle, soyons heureux. Ben, c'est exactement ça, tu vois. C'est aller à la rencontre des gens, leur dire voilà, dans la vie tout est possible. Et voilà. Et c'est un plaisir. Tu sais, j'ai commencé d'abord à écrire et puis j'ai fait des salons. Et puis petit à petit, on m'a dit tu devais aller dans des lycées, des collèges. Et là, après, les gens d'une entreprise m'ont demandé ah, tu fais ça? J'ai commencé à tâtons, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir que je prends. C'est un plaisir d'aller à la rencontre des gens, de discuter, d'échanger. Et chaque fois, j'en ressors plus riche. Humainement, tu ressors plus riche, toi.
Et qu'est-ce que tu aimes échanger ou partager? Est-ce qu'il y a un fil conducteur sur les différentes interventions que tu fais ou une anecdote que tu aimes partager? Voilà. Si tu avais, si je te laissais 10 minutes là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent et qu'est-ce que tu aimerais partager à l'auditoire? Déjà que sur les 2 thèmes, on va passer l'écriture, par exemple. L'écriture, quand ton livre, il sort, il t'appartient plus et ceux qui se disent: «Je vais écrire pour être riche financièrement», qu'ils arrêtent, hein. Personne ne sera riche. On n'est pas Amélie Nothomb qui veut. On sera pas riche. Par contre, humainement, tu es très riche. Humainement, tu vois, je raconte toujours cette anecdote parce que moi, elle m'avait marqué à l'époque. Alors après la sortie de mon premier livre, je vais à Lorient, mon fief, et faire une dédicace. On se retrouve à une centaine de personnes dans un restaurant, c'est génial. Et puis il y a un frère d'armes, qui vient me voir, qui me dit: «Tu sais, mon cousin, il avait un cancer et ton premier livre, Toujours y croire, il l'a lu, ça lui a donné la pêche. Ça lui a donné la pêche, ça l'a boosté et il voulait venir là pour la dédicace. Malheureusement, il est en récidive, il peut pas venir. Est-ce que, tu peux dédicacer un livre?» Et j'ai dit: «Non, non, je vais pas le dédicacer, je vais y aller». Il habitait à Rennes et le lendemain, toi, je suis allé à Rennes le voir chez lui. Alors j'ai juste demandé s'il était bien là et j'arrive chez lui à Rennes. Bon, le seul défaut, il regardait un match de foot. Mais je me suis dit, quand je suis arrivé, je fais: «Non, pas le foot». Et ce que cet homme-là m'a apporté en 1 heure, je suis resté avec lui, c'est extraordinaire. Parce qu'il avait puisé dans mon livre des choses que moi, je n'avais pas vues, tu vois? Et c'est là la richesse de l'écriture, c'est-à-dire que quand quelqu'un lit ce livre-là, tiens, une autre anecdote. Attends, je finis juste avec lui, Vas-y, bien c'est un sûr. peu brouillon, je suis désolé. Par exemple, cet homme-là, malheureusement, aujourd'hui, est décédé de ce cancer, mais j'en garde un souvenir extraordinaire. Et puis la deuxième anecdote sur ce livre-là, donc je fais une dédicace l'été dernier et un monsieur vient me le prendre. Ce monsieur, 48 heures plus tard, j'avais laissé ma carte, il m'envoie un mot, il me dit: «Merci, grâce à vous, j'ai enfin accepté ce corps étranger en moi». C'était un monsieur qui avait été greffé du cœur il y a 10 ans et que depuis 10 ans n'acceptait pas ce cœur étranger. Il se disait: «C'est pas mon cœur à moi» et en lisant ce livre-là, qui est un hymne à la vie, et ben, il a accepté. Voilà, là, tu vois, là, tu es content d'écrire parce que tu seras pas plus riche. Tu vas pas t'acheter, une maison aux Baléares, mais par contre, Tu humainement, t'enrichis maintenant. tu t'enrichis, voilà. Et les conférences, c'est pareil, tu vois? Quand tu fais une conférence, par exemple, dans les lycées, un exemple, et que derrière, tu as la maman du lycéen qui t'envoie un mot en disant: «Merci, grâce à vous, ma fille a repris le goût des études», bah, tu dis que tu as réussi. Tu es pas prof, mais tu as réussi. Ou que tu fais une conférence j'ai fait une conférence dans une entreprise sur l'engagement, tu as la DRH qui arrive avec les larmes aux yeux, qui dit: «Merci, merci d'avoir dit ça». Là, tu te dis: «Tu es dans le bon» et pourtant, c'est juste du partage. C'est juste partager avec eux ma petite expérience de vie et si ça apporte ces 2 choses dont on vient de parler, bah, tu es heureux, quoi, voilà. Moi, je suis juste heureux derrière, toi. C'est ça l'essentiel. Je te challenge, Arthur. Oh non, arrête. Quelle question on ne t'a jamais posée que tu aurais aimé que l'on te pose? Ah, j'en ai pas. C'est ça, tu vois, tu m'as challengé, merde. Je sais pas, je sais pas. Je suis ouvert à toutes les questions, je sais pas, si je suis heureux? Ouais, alors tu vois, c'est pareil, tiens, si je suis heureux, ça, c'est une question, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Moi, je crois qu'on vit des instants de joie, tu vois? Mais qu'on n'est pas des oui-oui, c'est-à-dire qu'on est on n'est pas heureux 24 heures sur 24, mais on vit des instants de joie et ces instants de joie, bah, te nourrissent et te permettent de vivre le reste, où tu sais très bien, où tu vas avoir tes emmerdes, tes trucs et puis tu vas vivre un instant de joie et ben, cet instant de joie-là te permet de vivre jusqu'à l'instant d'après, quoi. Moi, je crois foncièrement à ça, tu vois? On peut pas être heureux tout le temps, mais on a des instants où Et on est super saisir les bien. petits bonheurs, de la vie du Exactement et quotidien. savoir les saisir parce que malheureusement aujourd'hui on ne les saisit pas. C'est-à-dire qu'on est: «Ah, vie de merde et tout», On ne mais se rend pas compte parce que du tu as coup, pas vu que là tu bien viens de sûr, vivre un instant extraordinaire, quoi. bien sûr. Ouvre les yeux, voilà. On ne se rend pas compte, du coup, on ne peut pas les saisir et encore moins les contempler. Donc, Exactement. on se nourrit pas forcément de Voilà, ça. tout à fait, voilà. C'est bon? Je suis Très dans bien, tu m'as répondu pour moi, merci. Tu as dû rencontrer, pléthore de personnes, que ce soit dans ta première vie Ouais. de commando marine ou alors dans ta vie, aujourd'hui d'auteur et de conférencier. Est-ce qu'il y a une personne, qui t'a inspiré, qui plus que d'autres, même si c'est toujours dur d'en trouver une, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué dans la vie, spécifiquement, en dehors de ton frère? Ouais, ouais, ouais. Non, alors il y en a 2 dans Commando qui ont toujours été mon modèle. Il y en a un, il est revenu au cœur de l'actualité actuellement, mais dans un milieu un peu restreint, ça s'appelle Christian Crossman. Christian Crossman, c'est un nageur de combat qui, en 86, était le seul survivant d'un accident d'hélicoptère, qui a eu lieu entre, Saint-Mandrier et la Corse.
Et si tu veux, un super frelon qui se crache, tout le monde meurt sauf lui. Il reste, 72 heures dans une eau glacée, il est récupéré, tu vois? Et cet homme-là, sa résilience, son courage, mais avant, hein, avant l'accident, hein, ça a été mon modèle et aujourd'hui encore, tu vois, il a 72 ans, c'est un homme extraordinaire. Lui m'a toujours servi de modèle. Lui est mon premier chef d'escouade que j'avais, Alain Monnier, qui m'ont appris, tu vois? Qui m'ont appris, le management, tu vois? C'est Alain Monnier me disait toujours: «Tu sais, quand par exemple, toi, quand je commençais à être chef et que je voulais faire ci, je voulais faire ça, il dit: «Attends, tu sais, un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre. Tu es pas le meilleur joueur de piano, tu es pas le meilleur joueur d'accordéon, enfin, non, pas d'accordéon, des orchestres, de flûte. Par contre, tu es celui qui saura harmoniser tout ça. Alors harmonise et fais que les gens, ils te regardent, ils te suivent, toi». Et c'est cet homme-là c'est ces 2 gens-là. Et après sur mon passé, un jour, tu sais, au cœur de l'Afrique, on tombe sur un moine, un curé, tu vois? Un curé. Pour te dire, il avait, tu vois, il avait les midship aux pieds là, tu vois? Les orteils à l'air, une soutane, et c'était un Alsacien et il avait passé 40 ans en Alsace, en Afrique, il avait toujours l'accent alsacien. Et tu vois, cet homme-là, qui vivait dans la pauvreté la plus absolue et qui était pas là pour dire, pour faire du dogme, tu vois? Il était pas là pour dire: «Croyez en Dieu, je vous bénis». Non, il était là pour aider les autres. Et quand tu vois cet homme-là, que tu passes un moment avec lui, qui t'explique ce qu'il fait là, au cœur de l'Afrique, juste aider les autres, avec son dispensaire, avec tout ça, ouais, tu te dis: «Non, mais c'est lui qui a une vie extraordinaire, toi». Personne ne le connaît, aujourd'hui il est mort, je suis certain, vu l'âge qu'il avait, il est mort. Mais voilà, tu fais des rencontres comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, et tu rencontres des gens, tu dis: «Putain, mais cet homme est extra c'est lui qui est extraordinaire, toi». Il a quitté son Alsace, il a mis un bout avec son accent qu'il a pas quitté, et et là, au cœur de l'Afrique, il est là et il donne aux autres. Voilà, c'est des rencontres comme ça qui marquent, quoi. Avec tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as encore un rêve? Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Si tu te sais que tu ne pouvais pas échouer, ce serait quoi? Bah, continuer à vivre la vie que je vis, tu vois? À rencontrer des gens, tu vois? Regarde, aujourd'hui, j'ai passé une super journée avec vous. Tu vois, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais voilà, c'est des rencontres, c'est des trucs, voilà, et je me nourris de ça aujourd'hui, tu vois? Je me nourris, donc voilà, que l'aventure que je vis avec mes livres, mes conférences, avec le spectacle de mon frère, bah, continue longtemps encore, quoi. Voilà, tout simplement. J'aime bien la définition avec un conférencier qui disait: «On n'a rien fait d'extraordinaire, mais aujourd'hui, on a fait quelque chose d'extraordinaire». C'est En 2 ça, mots. mais On est c'est ça. sorti de l'ordinaire et après chacun y met le niveau qu'il veut, mais on a vécu quelque Mais chose on a d'extra. tu sais, on a tous des vies ordinaires, tous. Et puis à l'instant T, on va être extraordinaire, tu vois? Et je dis toujours, oui, on dit les commandos, c'est des hommes extraordinaires. Non, c'est des hommes ordinaires qui, à l'instant T, deviennent extraordinaires. Mais c'est comme une femme qui accouche. Une femme qui accouche, elle est extraordinaire. J'ai assisté à 3 accouchements, chapeau quand même, toi, ouais, c'est pas rien. Toi, dans ta vie, tu vas être ordinaire et puis à un moment donné, tu vas prendre une décision pour ton entreprise ou quoi, tu vas être extraordinaire parce que tu as pris cette décision et grâce à toi, et ben, tu vas générer 20-30 salaires. Et ben, tu as été extraordinaire. Et on a tous des vies ordinaires et par instant, on va être extraordinaire. Il faut savoir profiter de ces instants-là où on est extraordinaire, quoi. Voilà, c'est tout. Et voilà, je me pose juste aussi, voilà, voir mes filles grandir, mon fils qui a 15 ans, mes filles qui, voilà, qui me donnent des petits-enfants, et voilà. Voilà, c'est ça, tu vois? Ma vie, c'est ça, c'est mes bouquins, mes conférences et ma famille, voilà. Toi qui vis plein de choses extraordinaires, quelle a été ta dernière première fois? La dernière chose que tu as faite pour la première fois? Alors je sais pas un podcast parce que tu en as déjà fait des interviews et cetera. La première fois, ce serait peut-être, que non, je sais, toi, tu poses des cols, toi, tu me celle-là, des Ta dernière première fois? la dernière première fois, attends, ça, c'est une colle. Ma dernière première fois que j'ai pu faire, je sais pas, non, c'est ça, je reconnais, tu me colles. Non, j'ai pas, ça me vient pas, tu vois? Ça me vient pas. Soulever le bouclier de Brennus? Eh ben oui, mais voilà! On a la Alors je même. l'avais vu, je l'avais vu, mais c'est vrai, tu as le vrai, Le vrai. tu as complètement Voilà, raison. on a eu Tu la vois? chance. C'est à côté de toi, tu ne vois pas. Effectivement, j'ai eu la chance en arrivant tout à l'heure de voir le vrai bouclier de Rébus, abîmé, L'authentique. l'authentique, et de le soulever, tu vois bien, voilà, voilà. Merci de De m'avoir rien, aidé. je te Tu me l'offres, merci, je le prends. pour le coup, on a le même. C'est ouais, ben Je t'aurais voilà, posé la mais c'est question, du je coup, pense que et j'aurais avoir vu Guy Novès, toi, j'en ai vu aussi, toi, c'est moi qui suis le rugby depuis tout petit, voilà, et d'être venu ici. pour finir, si tu devais revenir à toi, ado, avec ton frère, j'ai plus son prénom, ton frère, Guy. excuse-moi. Avec Guy, ton frère, tu te revois, si tu visualises un peu avec Guy,
à 10-15 ans à partager les premiers matchs de rugby ensemble. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu te dirais si tu revoyais ce gamin ado maintenant que tu as traversé tout ton parcours et qui te reste bien sûr à vivre? Et on recommence. Tout simplement, on recommence. On a Avec bien lui, fait. un peu moins de nerfs pour lui, mais on recommence, quoi. On a traversé tellement de, tu vois, tellement de choses. Je veux dire, voilà, on recommence, quoi. On recommence. Et tu sais, même les trucs pourris qu'on a vécu, quoi, ça nous a amenés où on est aujourd'hui, quoi. Tu vois, il serait pas sur scène s'il n'avait pas connu tout ça. Alors c'est sûr qu'il a connu des instants pas très gais, quoi. Mais on serait pas là. On serait pas là aujourd'hui. Lui, il vivrait pas son aventure. Moi, je ne pas mon aventure si on n'avait pas vécu ça. Et parfois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut avoir fait des fausses routes, il faut être tombé pour à un moment donné être heureux, toi. Cette résilience te crée une force intérieure, hein. Ben, c'est ça. Et c'est ça. Et puis moi, je crois toujours au lendemain, toi. C'est-à-dire que demain, il fera beau, quoi. T'as vu, on est arrivé ce matin, il pleuvait, regarde. On est, On quand clôturait toi, ça. t'es parti de Pau, il pleuvait. Moi, je suis parti, il pleuvait. Regarde, on finit avec un beau soleil, quoi. Exactement. On a le coucher de soleil sur le stade Sur qui le nous stade, accompagne. c'est magnifique, quoi. Je donne un peu le contexte pour ceux qui nous écoutent en audio. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu souhaiterais que l'on aborde, comme on arrive à la fin de cet épisode? Non, je te laisse choisir ton dernier sujet, toi. On a fait le tour pour toi? Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien parlé un peu de tout. Et je te remercie d'ailleurs pour ce bon moment. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi pour ton partage, pour ton témoignage de ton parcours, où comme on l'a dit, on ne voulait pas en faire trop le nom des opérations, etc. Mais c'est plutôt le sens et le fond que l'on y met vraiment dedans. Et je trouve que tu l'as très bien résumé et très bien expliqué à travers cet échange. On mettra aussi le lien de tes Avec différents livres, de ton site internet, de toutes tes activités, que ce soit pour la partie conférence ou auteur, et avec donc le prochain livre qui sort dans quelques mois, au mois de voilà. juin, et dont on n'a pas le nom, et on saura C'est pas ça grand-chose. plus tard. Je ne vais Et, pas te tirer vers du nez, je ne te donnerai rien. et mon frère joue à Nice, j'ai pas les dates, je te les donnerai, et à côté de Montélimar le mois prochain. Voilà. Le 18 avril à Montélimar et je crois que c'est en avril aussi à. Non, ouais, 18 avril à Montélimar et Nice, j'ai plus la date. Il va me tuer, mais c'est pas grave, on le mettra en lien. C'est pas grave, on mettra un lien, comme ça le podcast TV, et puis les gens pourront aller voir Voilà, c'est sur le lien voilà, les prochaines dates de ton frère et de voilà. toi en tant que régisseur, et avec, Important. Avec et le responsable avec l'ingé son qui est sourd. sourd, voilà. Merci à toi, Arthur, pour ta Merci à vous. disponibilité et Merci à pour ce tous les temps trois. d'échange. Merci à vous également d'avoir regardé cet épisode d'Inspiré que vous pouvez retrouver en audio sur Spotify, Apple, Amazon ou Deezer. Également en vidéo sur YouTube, LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez nous trouver là où nous cherchez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les épisodes et à faire vivre le podcast Inspiré qui vous appartient tout autant qu'à nous. Merci à vous et très bonne journée à tous. À bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré.